Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée. La commune de Saxon, par sa commission des affaires sociales, sa commission d'apprentissage et sa commission de promotion économique, vous souhaite la bienvenue à cette soirée que nous espérons intéressante et fructueuse pour vous. Afin de vous donner un aperçu plus général de la thématique qui nous intéressera ce soir, je laisse maintenant la parole à Samuel Veuté, conseiller communal en charge de la commission des affaires sociales, et Christian Roux, président de commune. Bonsoir à toutes et à tous. En vos titres et fonctions, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur qu'on vous accueille, associé avec mes collègues du Conseil, pour cette soirée sous le thème de la santé et de la sécurité au travail. Saxon, cette merveilleuse cité, donc rythmée par plus de 6200 habitants, ouverte à la Suisse, à l'Europe, mais également au monde, puisque riche de 65 nationalités, ouverte également, puisque 65% de la nationalité, ce sont des Suisses et 35% de nationalité étrangère. Mais surtout, Saxon qui est euphorisé par une population très très jeune, puisqu'au niveau de notre jeunesse locale, cette jeunesse génération nouvelles technologies, c'est environ 730 jeunes saxonnats qui sont en âge de scolarité obligatoire, soit environ 12% de notre population. Mais surtout, notre commune, cité labellisée commune en santé et commune cité de l'énergie Gold, cette commune qui est cadencée au quotidien par plus de 2500 personnes, soit 40% de la population qui œuvre au sein de 488 PME. Ces dernières enregistrées sur notre commune et toutes, bien sûr, sans compter les citoyennes et les citoyens qui œuvrent hors de notre territoire communal au quotidien. Bien témoin que ce village n'est pas une cité dortoir. Les PME jouent un rôle fondamental dans l'économie suisse. Selon l'Office fédéral de la statistique, elles représentent plus de 99% des entreprises et génèrent 2/3 des emplois dans le pays. Surtout, vecteur économique important, efficace, dynamique et surtout empreint de créativité et d'innovation, les PME sont source de formation continue, bénéfique à la création de valeur ajoutée. Toutes ces PME vivent au quotidien un défi permanent, celui de maintenir et d'optimiser la santé et la sécurité au travail. Fort de ce constat et motivé d'entreprendre de nouveaux défis, 3 de nos commissions communales, affaires sociales, apprentissage et promotion économique, sous la présidence de notre conseiller M. Samuel Veuté, se sont associées afin de vous convier à cette soirée. Ensemble, mémorisons cette très belle citation de Richard Branson. Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. À vous toutes et à vous tous, chères oratrices, chers orateurs, patrons, dirigeants, cadres, formatrices et formateurs, chers membres des commissions, chers invités, chers collègues du Conseil, je vous souhaite une fructueuse soirée et vous remercie sincèrement pour votre participation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'importance des PME dans le paysage économique suisse n'est plus à démontrer. Et Saxon n'y fait pas exception. Les chiffres cités à l'instant par notre président l'attestent. C'est parce que le conseil communal de Saxon se préoccupe de ces PME qu'il vous a convié à cette soirée dédiée à la santé et la sécurité au travail. N'ayez crainte. Loin de nous l'idée d'une soirée moralisatrice qui se contenterait de faire l'apologie d'articles de loi. Au contraire, notre motivation réside davantage dans la présentation d'outils incitatifs qui pourraient se révéler utiles dans vos domaines respectifs. Imaginez un instant qu'on vous pose la question suivante. Quels sont les critères qui permettent de définir qu'une entreprise est en bonne santé? Une variété de propositions, sans aucun doute. Mais est-ce que la santé de vos collaborateurs ferait partie de vos réponses? Je l'espère sincèrement, parce qu'elle le devrait. Et les 4 intervenants qui me succéderont tout de suite n'auront aucune difficulté à vous convaincre de l'importance de la santé en entreprise. À ce propos, la décision du Conseil fédéral, prise récemment, de définir dans sa stratégie Santé 2020 la gestion de la santé en entreprise comme une priorité, ne relève en aucun cas du hasard. Pourquoi une PME devrait-elle s'engager dans un tel processus? Tout simplement parce qu'investir dans la santé de ses collaborateurs, c'est assurément améliorer leur productivité
et réduire les coûts de santé liés au travail, l'absentéisme par exemple. De nombreuses études arrivent systématiquement à la même conclusion incontestable. Ces investissements finissent toujours par payer. Comment se lancer? Par où commencer? Les possibilités sont nombreuses. Se soucier, par exemple, de la qualité de l'air que respirent vos collaborateurs dans les locaux de votre société. Procéder à l'analyse ergonomique de vos postes de travail. Mettre sur pied des mesures pour prévenir l'apparition de troubles psychiques qui sont en constante augmentation. Ou encore, plus simplement, inciter vos collaborateurs, dans la mesure de leurs possibilités, à se rendre à vélo sur leur lieu de travail. Comme vous pouvez le constater aisément, il est possible de commencer très facilement. Mesdames, Messieurs, en espérant que les présentations qui suivront susciteront de l'intérêt au sein de vos entreprises respectives, je vous souhaite une agréable soirée. Laissez-moi vous présenter maintenant notre première intervenante. Économiste d'entreprise et conseillère bancaire de formation, Madame May est actuellement responsable du projet Bike to Work, une action nationale pour la promotion de la santé dans les entreprises. Je lui laisse maintenant la parole pour qu'elle vous explique plus en détail son action. Ma collègue Marie est dans la salle avec un micro. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. On sait qu'à l'apéro, c'est souvent plus facile de délier les langues, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez quelque chose qui vous brûle le bout de la langue, vous n'hésitez pas, vous levez la main et puis vous pouvez poser des questions. Voilà, je vous laisse avec Madame May du projet Bike to Work. Voilà, mesdames et messieurs, ce soir, nous nous retrouvons ici avec les patrons et patronnes des PME de Saxon et ça fait un grand plaisir pour moi de vous présenter le projet Bike to Work. Alors, quels sont les facteurs clés qui amènent le succès aux entreprises suisses? Bien évidemment, ce sont les produits et les prestations de haute qualité. Bien évidemment, ce sont les capitaux financiers mis à disposition par les patrons et patronnes et entre autres aussi par les investisseurs. Mais il y a aussi l'infrastructure, il y a aussi l'environnement économique, mais aussi la clientèle qui joue un grand rôle. Or, la principale clé de succès, c'est entre autres aussi le personnel et puis son savoir-faire. Et donc, pour garder ce succès, il faut soigner les collaborateurs. Non seulement à titre préventif, comme la sécurité des collaborateurs au travail, mais notamment faite par la SUVA, mais aussi au niveau de la promotion de la santé des collaborateurs au travail. Donc pour celle-là, c'est la GSE, donc la gestion de la santé en entreprise, qui entre en jeu. Des études montrent que la promotion de la santé favorise l'amélioration du bien-être au travail. Elle favorise aussi une baisse du taux d'absentéisme, aussi une diminution du taux de rotation, donc le turnover, mais aussi une meilleure ambiance au travail et pour finir, une bonne cohérence entre les collaborateurs. La GSE, c'est la gestion de la santé en entreprise, c'est un procès à long terme pour les entreprises qui souhaitent s'engager pour favoriser la santé des collaborateurs. Et ceci demande un certain investissement et aussi du temps. Par contre, Bike to Work, c'est une mesure rapide et simple à implémenter dans les entreprises et permet de favoriser la santé des collaborateurs de façon ludique. Les entreprises consolident l'esprit d'équipe et le bien-être de leurs collaborateurs grâce à Bike to Work et s'engagent pour promouvoir un comportement durable en termes de la mobilité. Je m'appelle Maï Buffet et je suis Project Leader de Bike to Work. Ça fait bientôt 6 ans que je travaille pour ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Et par le biais de Bike to Work, je vois aussi une chance de sensibiliser les gens sur leur fitness, mais également sur le thème de l'environnement. Donc, par les prochains slides, je vais vous expliquer comment fonctionne Bike to Work. Je vais permettre de changer micro. D'accord.
Alors, je vais commencer à vous expliquer de quoi il s'agit chez Bike to Work. Je vais vous chiffrer les résultats du challenge 2019. Je vais aussi vous expliquer comment ça marche. Vous m'entendez toujours? Oui, bien. Et vous expliquer les conditions de participation. Et ensuite, vous citez les raisons pourquoi participer à Bike to Work. Je vais vous informer des dates à retenir. Et pour finir, vous montrer un témoignage par une participante de Bike to Work. Donc, de quoi il s'agit chez Bike to Work? Bike to Work, c'est la plus grande action suisse pour la promotion de la santé et du cyclisme. Cette année, nous avons fêté les 15 ans de Bike to Work. Et oui, imaginez-vous, ça fait déjà 15 ans qu'on existe. Et puis, chaque année, on a battu les records. Donc, on a augmenté le nombre des participants, aussi le nombre d'entreprises. Et c'est là où on voit aussi que Bike to Work touche vraiment le trend du vélo. Donc, pour revenir, durant les mois de mai et juin, les collaborateurs utilisent leur vélo comme moyen de transport pour se rendre au travail. S'ils remplissent certains critères, à la fin, il y a la possibilité de gagner des prix attrayants. La participation se fait via l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui s'inscrit et qui permet à ses collaborateurs de participer à cet événement. Donc en 2019, nous avons eu au total 2397 entreprises au niveau suisse qui ont participé à cet événement. Ensemble, ils ont formé plus de 18 000 équipes partant de 71 834 participants. Et ensemble, nous avons parcouru plus de 17 millions de kilomètres, ce qui représente plus de 2500 tonnes de l'économie de l'émission CO2. Alors, pourquoi participer à Bike to Work? Avec Bike to Work, on peut améliorer la forme physique. On peut aussi renforcer l'esprit d'équipe parce que on forme des équipes et puis on participe en équipe. Ça ne veut pas dire qu'on part de la maison au travail ensemble en équipe, mais chaque membre de l'équipe essaye de rouler le plus souvent en vélo pour à la fin remplir les critères pour gagner des prix d'équipe. Avec Bike to Work, on peut aussi ménager l'environnement. Donc, comme je vous ai expliqué avant, la réduction de l'émission CO2. En arrivant le matin au travail, quand on sait qu'on a déjà fait un effort physique, à quelque part, ça donne un sentiment de satisfaction et aussi ça peut déclencher quelque chose au niveau psychique qui permet de réduire le stress durant la journée au travail. Durant les horaires de bouchons, parfois on est aussi plus rapide en vélo qu'en voiture. Et une source de motivation, pourquoi participer, est entre autres aussi le fait de pouvoir gagner des prix attrayants chez Bike to Work. Donc, comment fonctionne Bike to Work? Il y a une personne qui prend en charge, qui se charge à inscrire l'entreprise en ligne sur biketowork.ch et ensuite elle informe et puis elle fait la promotion à l'interne, donc elle informe les collaborateurs sur le fait que l'entreprise participe. Ensuite, les équipes se forment de 1 à 4 personnes. Pour les personnes qui n'ont pas trouvé de membres d'équipe, il existe une bourse aux équipes à l'intérieur de l'entreprise. Et cette bourse est affichée en ligne, donc on crée le profil, on adhère à l'entreprise et puis on peut voir quelle équipe n'est pas encore complète et donc faire une demande d'adhésion. Donc après, durant les mois de mai et juin, on pédale le plus souvent possible. Chaque participant possède un calendrier personnel dont il peut saisir ses kilomètres parcourus et puis aussi les jours pédalés. Ce calendrier se trouve en ligne, donc on saisit les kilomètres par ordinateur, ou bien on peut aussi télécharger une application
et directement saisir les jours dans le smartphone. En plus, avec l'application, vous avez la possibilité de traquer vos trajets et les kilomètres seront reportés automatiquement dans le calendrier. Pour le participant, il y a 3 options. Donc, soit vert, ça veut dire que ces jours-là, les personnes ont utilisé le vélo pour aller travailler. Rouge, ça veut dire qu'on a utilisé exclusivement la voiture ou bien un transport public. Gris, ça veut dire ces jours-là, les personnes ils n'ont pas travaillé, ils étaient en vacances ou malades. Et dans l'aperçu personnel, on peut aussi voir la statistique personnelle, on peut voir la statistique de l'entreprise, de voir où on est comparé aux autres équipes. Donc, comme je vous ai dit avant, à la fin de l'action, pour pouvoir participer au tirage au sort, il faut remplir la règle des 50%. Donc, toutes personnes qui ont utilisé leur vélo pour au moins 1 jour sur 2 pour se rendre au travail participent automatiquement au tirage au sort. Et nous avons des prix à disposition pour une somme totale de plus de 110 000 francs. Ça représente à peu près 1 500 à 2 000 prix. Et vraiment, on a toutes sortes de prix à gagner. On a des vélos électriques, des séjours wellness en Suisse, des gadgets vélos, des casques, des produits de santé, de wellness, etc. à gagner. Donc, on a des prix individuels. C'est pour chacun qui remplit la condition des 50%. Et ensuite, on a aussi des prix d'équipe pour les équipes complètes de 4 personnes dont chaque membre remplit la condition des 50%. Donc, à la fin de l'action, on va procéder au tirage au sort et ensuite publier les gagnants en ligne. Donc, chaque participant est invité à aller consulter la liste des gagnants pour voir s'il a gagné ou pas. Donc, les conditions de participation, c'est l'entreprise qui inscrit la totalité de ses collaborateurs pour cet événement. Et l'entreprise prend aussi en charge les frais de participation. Une personne par équipe peut venir à pied ou bien en trottinette ou en skate. L'important, c'est que cette personne ait utilisé sa propre force musculaire. Il est aussi possible de combiner avec les transports publics, pour autant que cette personne ait utilisé le vélo au moins 2 km par jour de travail. La combinaison avec la voiture est aussi possible. Par contre, comme la personne elle a déjà produit de l'émission CO2, pour compenser, on demande à cette personne de rouler au moins 6 km avec le vélo par jour pour aller au travail. L'utilisation avec un vélo électrique est aussi autorisée. Et comme expliqué avant, la règle des 50% pour gagner des prix individuels ainsi que des prix d'équipe. Donc les dates à retenir, les entreprises qui souhaitent participer en mai et juin, la date de fin est prévue pour le 30 avril. Il y a aussi des entreprises qui souhaitent uniquement participer en juin. Et donc là, la date de fin, c'est pour le 31 mai. Moi, je conseille aux entreprises de s'inscrire assez rapidement, donc déjà vers le mois de février et mars. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps pour faire la promotion et la communication interne. Plus on fait la promotion, on a remarqué, plus il y a des participants dans l'entreprise. Donc, vers le 3 juillet de l'année prochaine, donc une fois que l'événement est déroulé, on va fermer le calendrier. Donc, les saisies doivent se faire jusqu'à la fin de l'action. Et puis, on va passer à l'établissement des statistiques, au tirage au sort, etc. Et puis, le 9 juillet, on va publier en ligne tous les résultats, les statistiques sur l'événement Bike to Work. Durant ces dernières années, nous avons vraiment agrandi notre communauté. Aujourd'hui, sur Facebook, nous avons
plus de 13 000 likes. Et puis, on a aussi ressenti que les participants, ils souhaitent partager leur moment sur le vélo avec la communauté ou avec les autres participants. Que ce soit des vues insurprenables ou bien des moments fantastiques qu'ils ont découvert, enfin qu'ils ont vécu, ils souhaitent le partager et nous on a mis à disposition des réseaux sociaux pour justement partager ces moments-là. Ici, il y a une participante qui nous a écrit après le challenge de Bike to Work, elle a fait un témoignage, puis elle dit « Faire du vélo dans la rue le matin procure un sentiment très agréable. L'air frais me réveille définitivement et j'ai déjà effectué ma séance de sport dès le matin. On est attentif à des choses complètement différentes que lorsqu'on est assis dans un bus ou une voiture. Je recommande vivement Bike to Work à tout le monde. C'est une expérience formidable qui apporte du mouvement et du plaisir dans la vie de tous les jours. » Et puis là, juste après le challenge, on a aussi fait une vidéo. Donc voilà, j'arrive vers la fin de ma présentation. Si jamais le portail de l'inscription pour Bike to Work 2020 est ouvert à partir du 13 janvier, donc je vous invite vivement d'aller consulter notre site internet www.biketowork.ch. Vous y trouverez toutes les informations quant à Bike to Work. Vous y trouverez aussi l'équipe qui se cache derrière Bike to Work. Et puis, vous y trouverez aussi tous les contacts nécessaires au cas où vous avez besoin plus de la documentation, d'aide pour la communication à l'interne, comment motiver les collaborateurs, etc. Et puis, voilà, donc le portail s'ouvre à partir du 13 janvier et ça me ferait beaucoup de plaisir de gagner quelques entreprises en plus de Saxon pour Bike to Work 2020. Au moins une fois participer. Voilà. J'ai aussi déposé de la documentation sur une table à l'entrée de la salle. Donc, si jamais vous pouvez vous en servir. Avez-vous encore des questions? Non, apparemment pas. Alors, je vous remercie à toutes et à tous pour m'avoir écouté et vous souhaite encore une agréable soirée. Merci. Merci beaucoup à Madame May qui a fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'ici. Elle vient de tout là-bas, ou tout là-bas, je ne sais pas, de la Suisse allemande. Et du coup, elle va certainement nous quitter. Elle ne sera pas là pour l'apéritif, mais vous avez vu qu'il y a plein de moyens de la contacter si ça vous intéresse. Donc, merci encore. Je passe la parole à Marie, ma collègue, qui va nous présenter les 2 prochains intervenants de la soirée. Voilà, donc à mon tour de vous présenter notre prochain intervenant. Raphaël Weisbrot est psychologue du travail, docteur en sciences politiques. Il travaille actuellement comme adjoint scientifique à la Haute École de Santé du Valais. Et puis, il est également spécialisé dans la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Je lui laisse la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maintenant que Madame May vous a permis de mettre le pied à l'étrier et de monter en selle, je vous invite à remettre pied à terre un instant pour contempler le paysage
En effet, il m'incombe dans cette présentation de vous présenter le contexte général dans lequel on se situe quand on parle de santé au travail en Suisse. J'espère qu'au passage, vous avez admiré ma maîtrise de la métaphore cycliste, totalement improvisée, je tiens à le préciser. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter quelques chiffres tirés d'une étude européenne sur les conditions de travail, une étude européenne qui comporte un chapitre suisse. On verra quelles sont les grandes tendances au cours des 10 dernières années en matière de santé telle qu'elle est perçue par la population active suisse. Je vous parlerai ensuite de la santé des patrons, puisque j'ai cru comprendre, des patrons et des patronnes, puisque j'ai cru comprendre qu'il y en avait un certain nombre dans la salle. Et puis pour terminer, je vous présenterai quelques principes pour prendre soin de la santé dans une entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. Et puis si c'est possible, je récupérerai volontiers le micro-baladeur. Ah, c'est celui-ci, tout simplement. Ah, il me semblait bien qu'on l'avait subtilisé. Merci beaucoup. Voilà. Alors, une étude européenne, disais-je, l'enquête européenne sur les conditions de travail, c'est une enquête qui est faite tous les 5 ans dans tous les pays d'Europe, y compris la Suisse. Cette enquête, elle consiste à interroger des salariés, des entrepreneurs également, sauf les indépendants. C'est un questionnaire téléphonique dans lequel on pose des questions sur la manière dont les gens perçoivent leurs conditions de travail. La dernière enquête a eu lieu en 2015, et puis je vais vous présenter ici des chiffres de 2005 et des chiffres de 2015. Alors on verra qu'il y a des tendances qui sont malheureusement pas très réjouissantes, d'autres qui le sont davantage. J'essaierai de vous présenter un bilan un petit peu nuancé des évolutions au cours de la dernière décennie. Donc en orange, vous avez les chiffres de 2005, et en kaki, vous avez les chiffres de 2015. L'axe horizontal présente la proportion des répondants, et le premier graphique porte sur les contraintes et les risques physiques perçus ou vécus ou ressentis pendant au moins un quart du temps par les personnes interrogées. Alors on constate, je vais le garder à distance, hein, ça ira mieux. On constate que, par exemple, les mouvements répétitifs de la main et du bras ont clairement augmenté en 10 ans, puisqu'ils sont passés de 40 à 60% des gens interrogés qui disent oui, j'y suis confronté au moins un quart du temps. De même, les positions douloureuses ou fatigantes ont augmenté de 33 à 45% des gens environ. Alors on parle énormément de digitalisation actuellement, enfin il y a grosso modo pas un jour sans qu'on nous parle de digitalisation dans les médias. Il n'y a aussi pas un jour sans qu'on nous parle des problèmes environnementaux, mais ça n'est pas directement lié. Alors un des effets de la digitalisation, c'est que les gens passent davantage de temps assis devant un écran d'ordinateur à faire des gestes répétitifs dans des postures contraignantes avec un clavier et une souris. Ceci contribue sans doute à expliquer en partie cette augmentation. Plus étonnant, on a une légère augmentation de la proportion des gens exposés à des bruits forts, alors même que le tissu industriel suisse a tendance à laisser place plutôt au secteur tertiaire. Et puis, nous avons également une augmentation du contact avec des produits chimiques. Alors, quand on entend parfois que les risques classiques de type industriel disparaissent, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de risques qui, effectivement, ont été délocalisés à l'étranger, mais d'autres qui restent, voire qui augmentent. On a un deuxième graphique ici qui porte sur l'autonomie et les compétences des personnes interrogées. On voit, malheureusement, un recul dans les possibilités perçues par les gens de choisir et de changer leur méthode de travail. Donc une certaine réduction de l'autonomie au poste de travail. On voit une réduction légère, mais réduction quand même, de la possibilité de choisir ou de modifier la cadence et la vitesse de travail. On voit une diminution assez frappante de la proportion de gens qui disent « dans mon travail, je peux mettre en pratique des idées personnelles ». Alors on vante beaucoup la créativité, on vante beaucoup l'intrapreneuriat, mais la tendance générale en Suisse ne va apparemment pas exactement dans cette direction. Et puis on a une diminution également de la proportion des gens qui disent « je peux choisir librement le moment de ma pause ». Les derniers chiffres que je vous présenterai portent les uns sur le contenu du travail et les autres sur l'intensité du travail.
on a une augmentation assez frappante, là aussi, de la proportion des gens qui disent « dans mon travail, j'ai des tâches monotones ». Et de même, une augmentation de 8 points des gens qui disent « j'ai des tâches brèves et répétitives de moins de 1 minute ». Alors là aussi, quand j'étais à l'université, certes c'était il y a longtemps, mais on nous racontait que le travail à la chaîne c'était fini, c'était des vestiges du passé. Charlie Chaplin est mort depuis longtemps, et les temps modernes aussi. En fait, non, le travail à la chaîne a changé de forme, de figure, d'apparence, mais il est toujours là dans certains secteurs, y compris dans le secteur des services. Voilà, heureusement, il y a des tendances qui sont plus réjouissantes. Entre 2005 et 2015, la proportion de gens qui disent « je travaille avec des cadences de travail élevées », elle a assez nettement diminué. Et de même, la proportion des gens qui disent « dans mon travail, je dois faire face à des délais très stricts et très courts », elle a, elle aussi, diminué. Ce qui est plutôt positif en termes de risque de stress au travail, de burn-out et ainsi de suite. Qu'en est-il des patrons ? Alors j'ai trouvé des chiffres issus d'une étude de 2015 réalisée par la Haute École de Fribourg, Haute École de Gestion, sur la santé des entrepreneurs. Alors les auteurs de cette étude, Rossi et collègues, se sont basés sur un modèle théorique du stress au travail. Ce modèle croise 2 dimensions, les exigences temporelles, la charge de travail si vous voulez, et la marge de manœuvre, l'autonomie dont on dispose au travail pour faire un peu comme on le souhaite. Et dans ce schéma, vous avez des valeurs, peu importe lesquelles. La ligne verticale et la ligne horizontale représentent la valeur médiane, donc la valeur qui sépare en 2 parties. 50% des gens sont en dessous, 50% des gens sont en dessus. Et puis si on croise ces 2 dimensions, on obtient un tableau à 4 cases, avec des gens qui ont des exigences temporelles élevées et une marge de manœuvre faible, des gens qui ont des exigences temporelles élevées et une marge de manœuvre élevée, des gens qui ont des exigences temporelles faibles et une grande marge de manœuvre, et finalement des gens qui ont peu de marge de manœuvre et des exigences temporelles faibles. Alors, je vous laisse réfléchir une fraction de seconde à la case dans laquelle vous vous mettriez personnellement. Et puis j'aimerais bien vous entendre sur, à votre avis, où se situent les entrepreneurs, tendanciellement, dans laquelle de ces 4 cases? Actif, donc la case ici en haut à droite. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Madame Millet ou quelqu'un a un avis divergent? Vous avez le droit. Vous avez l'occasion d'exprimer librement votre opinion. Une valeur en voie de disparition. Non? Bon, apparemment tout le monde est d'accord avec Madame Millet, qui effectivement a raison. Selon cette étude, pour classer les gens dans ce diagramme, les chercheurs ont fait passer un questionnaire à un échantillon représentatif de la population, et puis en fonction de leur profession, les gens ont été classés dans ce graphique. Alors les dirigeants se trouvent effectivement dans cette catégorie des gens qui ont de fortes exigences temporelles, mais aussi une grande autonomie qui permet de contrebalancer les effets de la charge sur le stress. Les petits indépendants et les artisans avec employés se trouvent ici. Il est intéressant de constater que les petits indépendants et les artisans sans employés sont plutôt dans la catégorie exigence temporelle inférieure à la moyenne ou à la médiane. Alors personnellement, j'ai déjà entendu plusieurs fois des petits patrons, ou plutôt des indépendants, qui me disaient « ouais, avant j'avais une entreprise, avant j'avais des employés, mais alors qu'est-ce que j'avais comme souci maintenant que je suis tout seul? Franchement, c'est beaucoup plus facile. » Ça semble confirmer ce graphique semble confirmer ces propos. Dans la case que les chercheurs ont appelée tendue, donc les gens qui ont de grosses contraintes temporelles mais peu d'autonomie pour y faire face, on va trouver des gens de classe socio-professionnelle plus basse, on va trouver des employés de bureau, des contremaîtres, des ouvriers qualifiés, des ouvriers spécialisés, et puis les cadres intermédiaires. Et puis les mêmes auteurs expliquent que les patrons se trouvent généralement dans une situation d'équilibre assez fragile, ça peut basculer parfois assez rapidement. D'un côté, les patrons font face à la solitude des chefs, c'est connu, le stress, l'incertitude, la nécessité de ramener de l'argent pour faire tourner la baraque. Ce sont des facteurs de stress importants, mais d'un autre côté, c'est contrebalancé par l'autonomie, l'engagement dans le travail, le fait que quand on devient patron, c'est qu'on a le feu sacré,
et qu'on croit à ce qu'on fait, on trouve du sens à son travail, et ça permet généralement aux gens de rester dans un état d'équilibre plutôt favorable à la santé. D'ailleurs, globalement, les patrons présentent un état de santé légèrement meilleur que la moyenne de la population active. Voilà, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est employeur ou employeuse pour favoriser la santé de son entreprise, de son personnel? Eh bien, un premier élément, c'est déjà de prendre soin de sa propre santé en tant qu'employeur ou employeuse. Alors ceci pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'une entreprise sans patron, c'est une entreprise qui généralement ne survit pas très longtemps. Et une entreprise qui ne survit pas très longtemps, c'est une entreprise qui n'est pas très favorable à la santé de son personnel, évidemment. Un autre élément, c'est qu'à partir du moment où, comme employeur, on prend conscience que prendre soin de sa santé, c'est intéressant, on devient aussi plus sensible à la santé des autres. C'est une question de cohérence. Alors, par exemple, vous pouvez faire du vélo, vous l'aurez compris maintenant, pour prendre soin de votre santé. Un deuxième élément, j'ai évoqué la solitude des patrons tout à l'heure, notamment des petits patrons. Eh bien, échanger avec d'autres, avec des confrères, des consoeurs, c'est un élément important pour la santé au travail. D'une part, échanger sur ce qu'on peut faire concrètement pour la santé de son personnel, puis d'autre part, échanger sur la situation qu'on vit soi-même en tant que patron ou patronne. Troisième élément, connaître les risques de son entreprise. Un des orateurs suivants vous expliquera probablement que c'est d'ailleurs une obligation légale. C'est de plus la base pour pouvoir prendre des actions de manière ciblée et pertinente. Un quatrième élément qui me tient particulièrement à cœur, c'est de valoriser les savoir-faire des collaborateurs et des collaboratrices. Dans mon jargon de métier, on parle des savoir-faire de prudence. C'est le fait que la plupart des gens mettent en place des trucs et astuces pour faire leur travail efficacement tout en ménageant sa propre santé. Mais souvent, ils le font de manière isolée, parfois en cachette, et si on arrive à faire émerger ces savoir-faire et à les partager avec d'autres personnes, eh bien, tout le monde peut en profiter. Bon, parfois les gens ne veulent pas toujours, parce que si le truc et astuce en question permet de travailler plus vite tout en se ménageant, ça présente un avantage concurrentiel pour le salarié concerné, et ils ne sont pas toujours enclins à partager leur savoir. Faire participer le personnel à la santé et à la sécurité de manière plus générale, parce que, par exemple, si vous devez choisir des équipements de protection individuelle pour des gens qui font un travail dangereux, les associer au choix de ce matériel, ça leur permet aussi de... comment dire ? Ça leur met aussi le pied à l'étrier, pour reprendre la métaphore cycliste. À partir du moment où vous avez pu donner votre avis sur quelque chose, vous êtes d'autant plus enclin à mettre en pratique après ce que vous avez contribué à choisir. C'est là aussi une question de cohérence. Après, vous allez trouver un certain nombre de conseils du type conseil de management habituel, donner du feedback. On dit qu'on doit donner du feedback positif au moins 3 fois plus souvent que du feedback négatif, exprimer de la reconnaissance vis-à-vis des salariés, même si ce n'est pas toujours évident. Apporter du soutien métier, ça c'est un élément qui est vraiment important aussi. Une étude faite en France par un chercheur qui s'appelle Deche Sahar a montré que les salariés souffrent, si vous me permettez d'utiliser ce terme, souffrent non pas d'un excès de contrôle, mais plutôt d'une absence des managers sur le terrain. Alors c'est peut-être pas tout à fait pertinent dans une petite entreprise, mais dans une entreprise d'une certaine taille, les cadres passent beaucoup de temps en séance, ils passent beaucoup de temps à faire du reporting, et ils passent moins de temps sur le terrain à résoudre des problèmes de travail avec les collaborateurs. Ce qui d'ailleurs est un facteur de stress et de burn-out pour un certain nombre de cadres. Donc apporter du soutien métier et pas juste du soutien du genre oui c'est bien, je te félicite, tu as fait du bon travail, c'est un élément important pour la santé. Et pour terminer, une mesure alors là tout à fait concrète, intégrer les questions de santé et de sécurité dans les processus habituels de l'entreprise, notamment les processus d'achat ou les processus de transformation, de déménagement, de construction de bâtiments, etc. C'est un point important parce que ça permet de ne pas monter une usine à gaz ou de ne pas devoir mettre en place des processus spécifiques à la santé au travail. Vous avez tous largement suffisamment à faire, j'imagine. Et donc si vous pouvez intégrer ça dans des processus habituels, c'est plus facile et moins coûteux en temps. Voilà, j'ai terminé.
Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Alors, si vous me permettez, moi j'en ai une petite. Concernant les graphiques que vous avez montrés au début, si j'ai bien compris, il s'agit de la perception qu'ont les personnes des différentes conditions de travail. Je me fais peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème peut-être générationnel où maintenant il y a des gens qui sont peut-être un peu moins endurcis qu'il y a 40 ans en arrière, puis qui sont peut-être, c'est peut-être un peu fort, puis un peu caricatural, mais un peu plus fragile. Est-ce que ça pourrait être dû à ça aussi? Alors, si vous posez la question à un Américain, il vous dira que de toute façon les Européens sont tous des chochottes. Ça irait peut-être dans le sens de ce que vous dites là. Alors c'est vrai qu'une des limites de ce genre d'études et de ce genre de chiffres, c'est que ça repose essentiellement, voire uniquement, sur les perceptions de personnes qu'on interroge. Donc effectivement, il y a peut-être un aspect culturel qui peut jouer un rôle. Ceci dit, ce n'est pas le seul type de données dont on dispose pour se faire une idée de la santé au travail. On a d'autres chiffres qui sont des chiffres plus durs. On peut penser par exemple aux chiffres de l'assurance invalidité. On a vu au cours des dernières années une nette augmentation des rentes AI pour cause psychique. Alors ça ne s'explique pas uniquement par des évolutions du monde du travail, mais ça s'explique aussi par ces évolutions-là. Voilà, je dirais qu'il faut considérer que c'est un indice parmi un faisceau d'indices plus large et qui donne à penser que le travail joue un rôle important dans la santé des gens. Merci. Avec plaisir. Puis je remonte sur la scène pour Merci. Conclure. Alors merci encore pour cette présentation les graphiques, quand on affiche des graphiques, ça fait toujours un petit peu peur au début, mais vous avez su rendre ça accessible et même passionnant. Je vous présente le prochain orateur, Monsieur Bernard Raymond. De formation commerciale à la base, il travaille depuis 24 ans pour la SUVA. Il a d'abord commencé à Lausanne dans le domaine de l'affiliation et le contrôle des entreprises. Et puis depuis le 1er juin 1996, il a le poste d'inspecteur accident auprès de la SUVA à Sion cette fois. Il est également depuis le 1er janvier 2019 spécialiste en prévention. Je lui laisse la parole. Voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons parler un petit peu de prévention de manière globale. Donc c'est une toute nouvelle présentation aussi qui est faite ce soir. Vous êtes les premiers à en bénéficier. On verra si c'est positif ou pas d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc au niveau de la prévention, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que maintenant la SUVA, je vais peut-être plutôt me déplacer ici. La prévention, donc on la traite maintenant de manière globale, que ce soit par rapport à la sécurité au travail ou par rapport aux loisirs. On essaie vraiment maintenant de chapeauter le tout et puis d'avoir une vision beaucoup plus globale, tout en respectant effectivement les différentes spécialités. Donc maintenant, la phrase de la SUVA, je dirais un petit peu le trend, c'est que la SUVA rend le travail et les loisirs sûrs. Donc ça, c'est le début. Donc bien entendu, les accidents et les maladies ont un coût relativement important. Et ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la statistique des accidents en Suisse, ce que représentent les accidents professionnels, les accidents non professionnels, ainsi que la maladie. Donc ce qui est assez surprenant, en tout cas assez intéressant, c'est qu'on voit que le 80% des absences est dû à des causes maladies. Et dans ces causes maladies, il n'y a pas les maladies professionnelles qui sont également assurées par la SUVA, mais toutes les autres maladies. Et puis également, par rapport aux 20% restants, on voit qu'il y a 2/3 des accidents non professionnels et 1/3 pour les accidents professionnels.
On peut aussi chiffrer le coût des jours d'absence, qui varie entre 500 et 1250 francs. Et puis la moyenne d'absence est de 6 à 7 jours en principe. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2/3 des accidents se produisent dans le cadre des loisirs. Et un chiffre qui, pour moi, est vraiment impressionnant, c'est quand même le nombre de nouveaux accidents qui sont enregistrés en 2018. Et donc ce n'est pas uniquement auprès de la SUVA, mais c'est auprès de tous les assureurs privés également. Donc on voit qu'on a 855 000 accidents qui sont enregistrés, ce qui est un chiffre vraiment énorme, ça représente près de 2350 accidents par jour. Ce n'est pas forcément des accidents qui sont tous acceptés, ou en tout cas c'est tous des cas qui sont enregistrés. Donc c'est quand même un chiffre qui est vraiment impressionnant. Alors maintenant, on peut bien se poser la question, effectivement, pourquoi il faut renforcer la sécurité au travail dans l'entreprise? Quels sont un petit peu les buts de faire cet effort? Donc par rapport à la sécurité au travail et à la protection de la santé, il y a 3 éléments qui sont principaux, primordiaux. C'est tout d'abord le côté, bien entendu, économique. Donc il y a les coûts des incidents, coûts accidents, il y a les coûts directs et des coûts indirects. Il y a aussi tout le côté éthique et moral. Donc il y a la blessure de la personne. Donc il y a il y a aussi le dégât d'image que peut avoir une entreprise par rapport à une personne qui est accidentée, absente du travail. Durant son temps d'absence, effectivement, l'entreprise doit remplacer la personne par d'autres, ne peut pas forcément respecter les délais de livraison, etc. Et bien entendu, il y a le côté aussi purement légal avec les responsabilités d'éventuelles sanctions pour différentes choses qui auraient pu être modifiées, des machines qui ont été transformées, etc. Donc il y a aussi tout ce côté, je dirais, plus terre à terre, mais qui est la responsabilité légale au niveau des sanctions. Voilà, donc la SUVA, nous, on a maintenant un concept, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose où vraiment on essaye de travailler auprès des employeurs, que ce soit les petites ou les moyennes entreprises. Donc il y a bien entendu, comme disaient mes interlocuteurs précédemment, la gestion des absences. C'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est clair qu'une personne qui est loin, que ce soit pour cause de maladie, d'accident, peu importe, la personne est loin et puis le travail doit être fait par d'autres personnes. Et on axe sur les sur ces trois grands domaines. Donc il y a la sécurité durant les loisirs. Donc vous pouvez voir, on a différentes campagnes nationales. Vous voyez beaucoup de publicités à la télévision, dans les journaux, les chutes et faux pas, les accidents de sport, les accidents domestiques. Donc c'est la chute à la maison aussi qui représente un nombre d'accidents conséquents. Beaucoup aussi par rapport à la musique, les troubles de l'ouïe aussi qui sont fréquents et qui causent pas mal de soucis. Il y a la santé, donc comme disait M. Weisbrot tout à l'heure, la santé aussi, gestion de la santé dans l'entreprise, avec l'ergonomie au poste de travail, avec des activités physiques, une gestion du stress qu'on trouve de plus en plus fréquemment. Et puis, on peut également mettre en place des exercices physiques au poste de travail. Donc ça, c'est possible des fois de s'arrêter 5 minutes, faire 2-3 étirements, il y a aussi pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis, le côté sécurité au travail, avec la charte de la sécurité, les règles vitales. Voilà, donc là, nous, on a nos spécialistes au niveau de la SUVA, qui sont des ingénieurs de sécurité, des responsables, qui sont à même de vous donner toutes les informations nécessaires. Si vous avez des questions, que ce soit des entreprises assurées SUVA ou pas, vous pouvez sans autre nous téléphoner, on est toujours aussi à disposition pour vous donner des conseils et des informations. Voilà, les objectifs globaux en matière de prévention. Donc il y a 4 grands axes qu'on a retenus, c'est la réduction du nombre de jours d'absence, que ce soit dû à un accident professionnel, non professionnel ou à une maladie. Ce qui est très important également, c'est la sensibilisation de l'ensemble du personnel, ainsi que la promotion d'une culture de la sécurité dans le cadre de l'entreprise. C'est vrai qu'on essaie tous de tirer à la même corde, et puis si on peut vraiment avoir cette promotion d'une culture où on doit essayer de travailler maintenant sur le comportement humain pour essayer de faire changer les choses, c'est un pas en avant et un pas de gagné. Pour obtenir, bien entendu, des résultats durables. La prévention, ce n'est pas une action qu'on va mettre en place pendant 10 minutes ou un mois, c'est quelque chose qui doit se faire à long terme.
L'utilité de la prévention, comme je vous l'ai dit, on a des collaborateurs qui sont motivés, qui sont performants. On retrouve toujours la réduction du nombre des jours d'absence dans tous les secteurs, que ce soit production, administratif. Une transparence et une culture du dialogue. Donc ça aussi, ça veut dire que les dirigeants doivent être convaincus de ça pour pouvoir en parler à d'autres personnes et puis enfin pouvoir vraiment donner ces informations un petit peu plus bas. Des moindres fluctuations, c'est aussi des fluctuations par rapport au personnel, des gens qui sont bien heureux dans leur poste de travail, qui ne sont pas accidentés, qui ne sont pas malades, en principe restent chez leurs employeurs. D'où collaborateurs satisfaits, attentifs, actifs et engagés. Les conditions de réussite, donc il est important aussi de définir des objectifs annuels, ainsi qu'un concept de prévention qui est basé sur une durée quand même importante et aussi sur les statistiques de l'entreprise. Ça veut dire que chaque employeur peut obtenir auprès de son assureur les statistiques pour les accidents professionnels et non professionnels. Et ça lui permet aussi de regarder un petit peu à quel niveau il se situe par rapport à la branche. Donc ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir comparer un petit peu sa propre entreprise par rapport à l'entreprise au marché suisse. Voilà, l'octroi des ressources par la direction, c'est sûr que la prévention a des fois un coût, mais comme vous le verrez tout à l'heure, ce coût en vaut la peine, on s'y retrouve assez rapidement. Et puis avoir bien entendu aussi un système de gestion des actions systématiques. Ça veut dire que voilà, une personne s'est blessée à une cheville, c'est peut-être bien de lui téléphoner après 15 jours, après 3 semaines. Enfin, tout dépend aussi du type d'accident ou du type de maladie professionnelle qu'il peut y avoir. Je pense que c'est important d'avoir ce système de gestion des absences. Dans certaines entreprises aussi, la nomination d'une personne qui est responsable de la santé en entreprise, on dit les groupes GSE. Et puis communiquer aussi sur ces objectifs. C'est clair qu'il faut en parler, il faut pouvoir discuter avec les collaborateurs à ce sujet. Et bien entendu, tirer des enseignements des accidents, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Est-ce qu'on aurait pu éviter cet accident? Si oui, et quelles mesures à prendre? On dit que les premiers pas sont les plus durs, mais les suivants le sont tout autant. Il me reste encore un long chemin à parcourir pour arriver au but. J'ai voulu gagner quelques minutes dans mon travail, et là, ça fait des mois que je fais des efforts pour retrouver ma vie d'avant. Travailler en sécurité n'est jamais une perte de temps. Pour ton bien et celui de tes collègues, respecte les règles vitales. Donc voilà, je pense que ce film, vous l'avez sûrement toutes et tous vu à la télévision ou peut-être dans vos différentes entreprises. Et c'est vrai qu'on dit bien que la sécurité est vraiment très importante et ce n'est de loin pas une perte de temps, bien au contraire. Voilà, donc là maintenant on va partir un petit peu sur le principe de l'iceberg, que je pense que vous connaissez également, où on voit que sur l'iceberg, on a tout ce qu'on voit, c'est l'accident, c'est la maladie, c'est le dommage matériel, la chute d'outils, etc. Et puis, on voit également qu'il y a les presque accidents qui se trouvent au fil de l'eau. Mais, bien entendu, comme vous connaissez l'iceberg, ce qui est très impressionnant, c'est de savoir toute la partie immergée. Donc, c'est quand même toutes ces conditions à risque. Ces actions à risque, c'est presque accident, mais effectivement, ces encadrements qui sont insuffisants, que ce soit par rapport à la formation, que ce soit par rapport à des erreurs de marchandises, etc. Donc là, on voit vraiment qu'on essaie beaucoup de travailler sur la partie qui est immergée. La pyramide des accidents, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez aussi, où on a tout en bas de cette pyramide les situations, les actions à risque. Donc, échelle défectueuse, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on va monter 1 fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois, 1000 fois sur l'échelle. Même si l'échelon est défectueux,
on ne va pas forcément tomber. Effectivement, l'échelon ne va pas lâcher. On voit que sur ces 100 000, il y a un dixième qui concerne donc les dommages matériels, des chutes d'outils par exemple, et puis de nouveau un dixième qui concerne effectivement des accidents. Donc sur ces 100 000 situations à risque, il y en a quand même 1000 qui se terminent par un accident, ce qui est quand même assez considérable. Et dans le cadre des accidents, bien entendu, il y a des accidents bagatelles, des petits accidents avec des petits dommages, où la personne peut regagner son poste de travail, on peut adapter les postes, ça c'est aussi tout à fait faisable. On a bien entendu les invalidités. Donc l'invalidité, c'est pas la personne qui est complètement infirme, l'invalidité, ça peut être une invalidité partielle. Une personne qui a perdu un doigt, une personne qui a une arthrose à un genou, qui a des problèmes d'épaule, etc. Et qui touche aussi une rente d'invalidité, qui peut reprendre son travail, mais pas à 100%, moyennant l'aide de la SOUVA par rapport à la rente d'invalidité ou de l'assurance invalidité. Et malheureusement, on a bien entendu les cas mortels aussi, qui représentent un cas sur 100 000 situations ou actions à risque. Alors, quelle doit être la ligne de conduite? C'est observer strictement les règles vitales, sensibiliser tous ses collaborateurs aux règles vitales, donc ça veut dire faire des quarts d'heure sécurité dans les entreprises, respectivement relancer souvent le débat, discuter un petit peu, échanger, et puis voir un peu ce qu'on peut améliorer à ce sujet. Et puis il y a aussi la part de contrôle. Il est clair qu'on doit aussi contrôler si ces règles vitales sont bien mises en application. Et on dit bien aucun travail ne vaut la peine de risquer sa vie. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe? On doit pouvoir dire stop en cas de danger. Ça, c'est aussi la charte de la SOUVA, où en cas de danger potentiel, la personne, que ce soit l'apprentie, l'apprentie, que ce soit le contremaître ou le chef d'entreprise, doit pouvoir dire stop. Ensuite, on doit rétablir les conditions de sécurité pour pouvoir ensuite reprendre le travail en toute sérénité, en toute sécurité. Donc voilà, la SOUVA dicte différentes règles vitales propres à chaque type d'entreprise, à chaque secteur, que ce soit le bâtiment, que ce soit la forêt, l'électricité, etc. Donc ça, c'est tous des documents que vous pouvez trouver aussi sur le site de la SOUVA, qui sont bien entendu gratuits, que vous pouvez commander, vous pouvez printer. Ça, c'est accessible à tout un chacun. Au niveau des offres de prévention, aussi par rapport à la partie non professionnelle, je pense que vous connaissez un petit peu les différents spots, les campagnes nationales. Donc on a effectivement ces différents types de modules de prévention. Puis là, j'ai mis un petit slide juste pour avoir une comparaison des comportements à risque par rapport au travail au loisir. C'est vrai que le bûcheron qui travaille dans un triage forestier et puis qui doit abattre l'arbre chez lui, le risque elle-même. Alors c'est vrai que c'est des situations, je crois que l'image parle d'elle-même. Voilà, donc la SOUVA met à disposition aussi des spécialistes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui peuvent venir mettre en place différentes mesures auprès des entreprises, que ce soit assuré SOUVA ou pas. Voilà, donc la prévention n'est réellement efficace que si sa mise en œuvre est soutenue par l'ensemble des personnes concernées, que ça parte du haut de la hiérarchie jusqu'à l'apprenti ou à la personne tout en bas de l'échelle. Voilà, je vous souhaite plein succès, en espérant que vous mettez en place un petit peu ces mesures de prévention dans vos entreprises respectives. Et puis voilà, puis évitez surtout les accidents. Merci. J'ai pas osé demander s'il y avait des questions. Ah, ça va. Il faut croire que tous nos orateurs ce soir sont clairs et exhaustifs, parce qu'alors il y a merci beaucoup. Place au doute. Alors merci beaucoup pour ce panorama instructif. Je laisse la parole à Clélia. Alors, pardon? Non, pas quelqu'un qui voulait poser une question dernière minute. On arrive. Allô? C'est fou, je m'entends pas la même chose où je vais. On arrive maintenant au dernier orateur de la soirée, qui nous fait, comme tous les autres, le grand honneur de venir pour partager son expérience. Monsieur Glacet
après une formation d'ingénieur en mécanique et en sécurité, a travaillé durant 5 ans dans le domaine qualité et la gestion de projets en industrie. Il officie maintenant depuis 20 ans au service valaisan de protection des travailleurs et est aujourd'hui chef de l'inspection du travail pour le canton du Valais. Je lui laisse donc la parole pour qu'il nous partage son enrichissante expérience dans le domaine. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Effectivement, 20 ans d'expérience cette année dans le domaine spécifique de la prévention en entreprise. Ça donne un bon recul sur ce qui se passe en réalité dans nos entreprises, ici en Valais en particulier, mais plus généralement en Suisse, parce qu'on n'est pas meilleur ou moins bon que les autres, ça se passe un peu partout la même chose. J'ai choisi comme angle d'attaque, aussi dans la continuité de ce qui a été présenté par mes 2 prédécesseurs, la question des apprentis en entreprise. Pourquoi? Simplement parce que c'est la seule population de travailleurs qui, malheureusement, a un nombre d'accidents qui continue d'augmenter encore aujourd'hui. Dans toutes les autres catégories de la population active, les chiffres des accidents sont en baisse, sauf pour les apprentis. Alors des explications, on pourrait en faire un débat pendant 2-3 heures. Ce n'est pas le but de ce soir. Ça, c'est le constat. Et puis, fort de ce constat, il y a un dispositif qui a été mis en place depuis maintenant 3 ans, en 2015. Les gens qui sont dans la commission d'apprentissage de la commune devraient le connaître, je pense qu'ils le connaissent, pour essayer de renforcer un peu le dispositif de protection au niveau de ces jeunes. Ce n'est pas le dispositif qui est l'aspect intéressant pour moi de vous présenter ce soir, c'est de voir la démarche qu'il y a derrière, parce que finalement, ce qui a été fait ici avec les apprentis, c'est exactement la démarche qui devrait être faite dans chaque entreprise pour l'ensemble de la population active dans cette entreprise. Donc on a effectivement, comme souvent, démarré avec une base légale, parce que malheureusement il en faut aussi, quand les choses ne bougent pas ou pas dans le bon sens. Ces mesures qui ont été mises en place concernent que certaines activités qui ont été considérées comme particulièrement dangereuses pour les jeunes, eu égard à leur manque d'expérience, à leur manque d'habitude de travailler. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier ou d'avant-hier, où dès le plus jeune âge on avait été habitué à travailler. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, ces fameuses mesures d'accompagnement en matière de sécurité pour les jeunes, elles ont été définies maintenant pour chaque profession qui contient des activités dites dangereuses. Et puis, elles se basent sur justement cette approche systématique ou systémique dans le domaine de la prévention. Cette approche, on va la voir un peu plus en détail après, mais elle a déjà été un peu évoquée par mes collègues, qui consiste dans un premier temps à savoir à quoi on expose les gens finalement, pour ensuite pouvoir traiter chaque risque individuellement, opposer entre guillemets à chaque risque une mesure de sécurité ou de prévention, pour effectivement essayer d'avoir une certaine maîtrise de ce risque. Alors le but, c'est pas de lire ce document, c'est la manière dont ça se présente, ces fameuses mesures d'accompagnement, où on retrouve cette logique. On va retrouver ici au centre, juste la deuxième colonne, les fameux dangers auxquels un jeune est exposé dans le cadre de sa formation professionnelle, dans son métier. Tout à gauche, vous avez les activités, métiers, ou les compétences professionnelles qu'il est censé acquérir pendant sa formation. Ensuite, on se retrouve dans la colonne du milieu avec les mesures de prévention. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Toute la partie de gauche du tableau, c'est ce que chaque entreprise est censée mettre en place pour l'ensemble de son personnel. Rien de souci, tout va bien. Là où ça se complique, c'est à droite, où là on a vraiment ce qui est spécifique aux jeunes. Ces mesures d'accompagnement, elles sont de 2 types. Il y a un volet formation et un volet encadrement ou accompagnement. Le volet formation, il est détaillé. Qu'est-ce qui se passe en entreprise? Qu'est-ce qui se passe au niveau des cours interentreprises? Et qu'est-ce qui se passe au niveau des cours théoriques? Et pour chacun de ces dangers, et respectivement pour chacune de ces mesures de sécurité, on va vous dire à quel moment ça peut ou ça va être abordé en termes de formation à ces 3 niveaux. Si on voit par exemple dans la première de ces triples colonnes-là, quelque chose ici où c'est marqué 3e année d'apprentissage, typiquement, ce travail-là,
il est interdit aux jeunes avant la 3e année d'apprentissage. Point final. Justement, pour être sûr que la personne elle a eu la formation au cours interentreprise, qui est aussi prévue en 3e année, et au niveau de la théorie, c'est aussi prévu en 3e année. Donc tout est étroitement lié entre l'acquisition progressive des compétences professionnelles et la gestion des risques qui vont avec ces compétences professionnelles. Et tout est harmonisé aujourd'hui entre le programme de formation et les mesures de sécurité. Pourquoi? La finalité de tout ça, c'est justement que cette santé, cette sécurité au travail, comme ça a été dit tout à l'heure par Raphaël Weisbrot, deviennent finalement partie intégrante du travail. Et puis qu'on arrête de réfléchir une fois par semaine à la santé et à la sécurité au travail, quand on fait une séance ou quand on discute d'un cas particulier au niveau de l'entreprise, puis le reste du temps, advienne que pourra. La deuxième partie, la partie accompagnement, va aussi détailler à quel moment le jeune il peut être plus ou moins livré à lui-même et à quel moment il doit impérativement être toujours sous la surveillance d'un formateur. C'est ça qui est détaillé à droite. Donc là, il y a des étapes dans la formation où, au fur et à mesure que le jeune va acquérir les gestes professionnels et donc les mesures de sécurité ou les règles qui vont derrière, on va pouvoir progressivement lui lâcher la bride et puis l'amener à l'autonomie. C'est le but de l'apprentissage. À la fin de l'apprentissage, il a un CFC. Si on l'engage derrière dans l'entreprise, on espère qu'il est capable de faire le travail. Sinon, il y a eu un souci avec la formation. Donc voilà, ça c'est l'exemple des jeunes. Maintenant, on va l'étendre à l'ensemble de la population active dans l'entreprise, juste pour se refaire une petite réflexion. Aujourd'hui, on a vu avant avec l'iceberg, on a des accidents. Les accidents, c'est juste le révélateur de certains mankos au niveau de l'organisation de la prévention. C'est ce qui sort à la fin. Pas tout le temps, on l'a vu, pour 100 000 événements particuliers ou qui sortent de la norme, il n'y en a que quelques-uns qui se manifestent sous la forme d'un accident. Le problème, c'est que ces accidents, ils ont plusieurs origines. Alors il peut y avoir des causes techniques, un défaut sur une machine ou sur un équipement. Il peut y avoir des soucis en termes de l'organisation interne de l'entreprise, il peut y avoir des lacunes dans la matière. Et puis il peut y avoir des soucis au niveau du comportement des gens. Dans l'entreprise, on a peut-être édicté certaines règles, certains principes, mais on a toujours quelques têtes dures, ça existe partout, qui ont un peu plus de peine que les autres avec les règles. Donc, ce qu'on voit ici, c'est justement, voilà, lorsqu'on a des accidents, comment ça se décline. Et ce qui est assez remarquable de constater, c'est que finalement, les causes techniques, c'est portion congrue. Le gros des causes d'accidents, ce sont des problèmes d'organisation et des problèmes de comportement. Donc c'est les gens sur lesquels on doit mettre l'accent, sur la manière dont les gens travaillent, sur le comportement, etc. etc. Évidemment, on ne va pas laisser tomber les aspects techniques, les équipements ils doivent être en ordre, mais si on veut être efficace dans la prévention, au jour d'aujourd'hui, l'accent on doit le mettre sur les collaborateurs, sur leur manière d'évoluer dans l'entreprise, prioritairement. Alors pourquoi on vient avec cette histoire d'approche systématique? C'est pas nouveau, ça fait 20 ans que ça existe, et puis que normalement c'est obligatoire. C'est la seule parenthèse légale que je ferai ce soir. L'approche, anciennement, même si on la trouve encore heureusement rarement dans les entreprises, on a de tout. On a des gens qui en ont rien à foutre, qui nous disent, nous on paye des primes à la SOUVA, donc j'ai aucune raison d'aller faire de la prévention, ça me coûte assez cher. Pourquoi pas? On peut bien entendre ce discours, même si c'est au XXIe siècle, on peut en discuter. On a le deuxième cas, c'est où on est toujours dans la réaction. On attend qu'il y ait un événement qui se passe pour prendre des actions. Malheureusement, c'est un peu tard. Et les conséquences qui ont été montrées tout à l'heure, que ce soit économiques, éthiques ou autres, légales, elles sont déjà là, puisque l'événement il s'est quand même passé. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire, ça a été dit à juste titre. Lorsqu'on a des événements, on doit les analyser pour justement en tirer des leçons, mais on voit que ce n'est toujours pas suffisant si on veut avoir une vraie
approche préventive efficace. On peut faire le pas suivant, on va commencer à mettre en place des règles dans l'entreprise. Très bien, c'est parfait. On a mis des règles. Puis après, il y a l'étape suivante, une fois qu'on a mis en place des règles, il faut qu'elles soient respectées, sinon ça ne marche pas. Donc c'est là où on passe plutôt de l'autre côté, où on doit devenir un petit peu proactif, si on veut que ça fonctionne. Que tout le système, ou le château de cartes, si on veut bien, ne s'effondre pas. Donc on va non seulement mettre en place des règles, des mesures de sécurité, mais on va être proactif, on va aussi avoir des indicateurs de problèmes. Alors là, c'est peut-être moins pour les accidents, mais plus pour les aspects de santé. Il peut y avoir des indicateurs ou des marqueurs dans l'entreprise qui peuvent être suivis et puis qui peuvent servir à détecter de manière précoce des éventuels soucis. Et puis, on peut encore aller faire le 5e niveau, celui qu'on appelle le créateur de valeur. Là, on est un petit peu dans le domaine qui a été présenté en tout début de soirée, dans la gestion de la santé en entreprise, respectivement de la promotion de la santé en entreprise. Voilà un petit peu les 5 étages de la fusée qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour avoir une entreprise qui est performante dans le domaine de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. Il y a des effets collatéraux à ça. Ça a été démontré, même dans des entreprises ici en Valais. C'est des grandes entreprises, je suis d'accord, mais qui font ce travail-là de cette manière-là depuis 30, 40, 50 ans, et pour cause, ils ont des risques énormes. Clairement, il y a des effets de bord. Quand vous avez réussi à inculquer une culture de la sécurité à vos collaborateurs au niveau du travail, ça reste aussi quand ils sont dehors du boulot et puis qu'ils vont, comme on a vu avant, bûcheronner devant la maison ou faire de la peinture ou je ne sais pas quoi. Ou dans les loisirs. Ça marche. On voit un effet, clairement. Donc, on peut démarrer dans l'entreprise, c'est déjà un bon point de départ, et puis on peut s'attendre aussi à avoir des effets, comme j'ai dit, collatéraux, mais positifs pour le coup, pour ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Donc ceux-là, en rouge, c'est vraiment ce qui se fait depuis très très longtemps, et puis l'approche aujourd'hui, elle vise à rajouter ces couches-là au millefeuille, si on veut bien. Donc, comment on fait concrètement dans une petite entreprise pour mettre en place cette approche? Il y a quelques étapes assez logiques, finalement, c'est du bon sens. Hein. On va commencer par s'organiser un petit peu, et puis on va dire qui c'est qui fait quoi. Qui se charge de ces questions de santé et de sécurité dans l'entreprise? Est-ce que c'est le patron? Est-ce que c'est un contremaître? Est-ce que c'est un ouvrier qui est intéressé par ces questions, etc., etc. Mais il y a quelqu'un qui doit gérer cet aspect-là dans l'entreprise. Sinon, ça ne sert à rien. Ça veut dire aussi, quand on dit on s'organise, qu'on va se donner du temps. Ça a été dit avant. Si on ne fait que des one-shots, une fois une activité, puis après plus rien pendant 4 ans, autant rien faire. Ça n'apporte pas grand-chose. La deuxième étape, ça a aussi été dit avant, c'est le cœur du système. À quoi j'expose mes gens? Comment voulez-vous prévenir des risques si vous ne savez pas à quoi vous exposez vos gens? Donc on est obligé de passer par là. Ça, c'est le gros du boulot, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Après, il y a des gens parmi vous qui êtes dans des branches où vous avez de la chance, et puis ce travail-là, il a déjà été fait. Il y a des documents qui existent, de la SOUVA, de la Commission fédérale de sécurité au travail et autres, où on a ce répertoire de danger pour certaines branches qui est déjà fait complet, gratuitement. Donc là, il n'y a pas d'excuse pour aller plus loin. Dans les autres branches où ça n'existe pas, ce genre de documents, il y a des solutions de branches, donc c'est les branches professionnelles, les associations professionnelles au niveau suisse, qui ont mis en place ou qui mettent à disposition, parfois quand monnaie sonnante et trébuchante, un manuel de sécurité déjà plus ou moins prêt pour être mis en place dans l'entreprise. Et puis, il y a toujours la possibilité de se débrouiller et puis de trouver sur Internet, aujourd'hui on trouve tellement de choses, tout un tas de règles de sécurité, de ces documents qui permettent de couvrir ces différents risques qu'on a dans l'entreprise. On peut le faire assez facilement aujourd'hui. Dans la plupart des entreprises, on trouve quasiment l'ensemble des risques, des documents pour couvrir pratiquement l'ensemble des risques, sans avoir besoin de faire appel à un consultant à 10 000 balles la journée ou je ne sais pas quoi. Une fois qu'on a identifié ces risques, c'est ce que j'ai dit avant, un risque, une mesure. On ne peut pas laisser une situation dangereuse qui a été identifiée sans mesure. Ce n'est pas possible. Ou alors, on prend le risque.
On accepte, moi je suis le patron, je peux accepter un risque résiduel. Je n'ai pas envie de mettre en place cette mesure parce qu'elle est trop chère, parce que ci, parce que ça. Donc j'accepte le risque. Et puis si ça se passe mal, ben, j'assume les conséquences. C'est ça, d'accepter ou pas le risque résiduel. C'est un choix. Il n'y a personne qui va venir juger ce choix. C'est un choix que chaque entrepreneur peut faire. Une fois qu'on a fait ces deux étapes, ben évidemment, l'étape suivante, on va instruire le personnel. On a mis en place des règles, on a mis en place des mesures de sécurité, on va instruire le personnel. Ça ne suffit plus aujourd'hui de distribuer aux gens, le premier jour où ils arrivent dans l'entreprise, un sac avec un casque, des pamires, des gants, des chaussures, je ne sais pas quoi. Et puis, OK, voilà, je t'ai donné tes équipements, moi j'ai fait ma part de travail. Non, ça ne suffit pas. On doit aussi dire aux gens quand ils portent quel équipement pour faire quoi. Le contrôle, on est dans un système d'amélioration continue, c'est exactement la même logique dans les systèmes qualité, type ISO ou autres. On est dans une démarche d'amélioration continue, donc de temps en temps, on doit quand même aller contrôler que tout ce qu'on a mis en place est toujours bien en place, est efficace, est respecté, etc., etc. On n'échappe pas à cet aspect controlling. Mais de nouveau, dans une PME, le controlling, il se fait au quotidien. Le patron, il est sur le lieu de travail avec les employés, il voit très bien comment ça se passe. Il n'y a pas besoin d'aller inventer des machines à gaz ou des usines à gaz pour mettre en place ce type de controlling. Ça se fait de manière simple, c'est du bon sens et pragmatique. L'encouragement, on l'a vu déjà tout à l'heure, l'amélioration constante des procédés, des méthodes de travail. Il y a un élément que je n'ai pas écrit là, mais qui est important aussi, c'est l'exemplarité des cadres, du chef. Parce que c'est bien joli de mettre en place des règles puis de les exposer aux gens, ou les imposer aux gens, mais si vous ne montrez pas l'exemple, le truc il s'effondre au bout de quelques semaines. Ne comptez pas sur les ouvriers pour faire juste à long terme si leurs supérieurs hiérarchiques ils font n'importe comment, ça ne marche pas. Voilà brièvement la manière de procéder. C'est une autre manière de le présenter, un peu plus détaillée. La méthodologie, donc on revoit la même chose, l'organisation, les actions et puis le controlling à la fin. Tout ce que je vous ai montré là, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet acronyme MSST, c'est justement l'acronyme qui est utilisé en Suisse pour qualifier la mise en place des éléments de prévention dans l'entreprise systématique. À l'origine, ça s'appelait directive relative à l'appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail. Aujourd'hui, vous pourriez appeler ça management de la santé et de la sécurité au travail, ça marche la même chose, même si ce n'est pas sa vraie appellation d'origine contrôlée. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil de gestion adapté à la taille de l'entreprise et aux besoins de l'entreprise. De nouveau, si on a une entreprise de 5 personnes, on ne va pas faire une usine à gaz de 4 classeurs fédéraux, ça ne fait aucun sens. Si vous êtes dans un environnement de travail, vous avez déjà une certification qualité type ISO ou que c'est dans le pipeline, etc., on ne va pas mettre en place de système de gestion. C'est la même chose à 80%. L'efficacité du système, c'est ce qui a été dit avant, la seule manière d'être durable, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Les actions coup de poing ou coup par coup, la durabilité, il faut oublier, ça n'existe pas. C'est la seule manière d'être efficace dans le temps. Alors évidemment, il y a des inconvénients, comme tout système. Les effets, ils se sentent souvent, ou se ressentent souvent à moyen et à long terme, qu'ils soient économiques ou dans la baisse des accidents et compagnie. C'est bien tout l'inconvénient du système ici, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le management des entreprises, c'est quasi que de la gestion à court terme. Et puis là, on vient avec un discours du moyen-long terme. Donc il y a un petit souci de parler au même niveau, d'être sur la même longueur d'onde qu'avec les entreprises qui ont des impératifs, beaucoup d'impératifs à court terme. Ça nécessite un certain investissement, il n'y a pas de miracle. Mais c'est surtout du temps. Ce n'est pas forcément beaucoup d'argent, mais c'est du temps. Ça a été dit avant, ça en vaut la peine. Il y a quelques études qui ont été faites au niveau international. Pour ceux qui connaissent, un retour sur investissement, 1 franc investi dans la prévention. Si on est patient, ça rapporte le double, mais il faut être un petit peu patient. Autrement, on peut toujours faire autrement, et puis au lieu d'essayer la prévention, on peut toujours essayer les accidents.
Ça marche bien aussi, mais c'est moins agréable. Puis ça a été démontré avant, en termes de coût, c'est pas très efficace non plus. Il y a des entreprises qui ont disparu tout simplement parce qu'elles ont eu un cas grave. Une toute petite PME, vous avez un accident grave. Ce n'est pas forcément les accidents mortels les plus problématiques, hein, mais les accidents avec des conséquences d'invalidité lourdes, par exemple, ça peut coûter très, 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 très cher à l'entreprise. Et là, il peut bien y avoir les primes, mais les primes, elles augmentent. Et puis, je ne suis pas un spécialiste de l'assurance, mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans le système à l'américaine, mais il y a aussi un système qui s'appelle les recours sur les accidents. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, l'assureur accident, votre assureur accident, a le droit de vous demander une participation au coût d'un événement s'il estime que vous n'avez pas été suffisamment bon dans la prévention, ou que vous n'avez pas rempli vos minimums ou vos exigences légales en la matière. Ça existe, c'est utilisé, ça se voit, vous pouvez aller lire sur les statistiques accidents. Et là, c'est sur Internet. Ils appellent ça les recours de cas, vous allez regarder les montants qui sont là-dedans. C'est des montants qui ont été perçus directement chez les employeurs. Non pas par le biais de la prime, mais en direct. Donc voilà, un petit peu ces éléments que je voulais vous brièvement brosser ce soir, un peu pour clore les discussions qui ont eu lieu, c'était de mettre un petit peu le chapeau sur tout ça, et le chapeau sur tout ça, c'est cette organisation-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, c'est obligatoire depuis 20 ans. À partir du 1er janvier prochain, ça fera 20 ans que ce système est en place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, puisqu'il y a d'autres éléments plus agréables qui nous attendent. Je vous souhaite une bonne suite de soirée. Évidemment, je réponds volontiers aux questions s'il y en a. Merci. Merci, Monsieur Glacé. Je pose la fameuse question. Est-ce que quelqu'un a des questions? Et si ce n'est pas le cas, eh ben, je vais clore cette soirée en espérant que toutes les belles présentations et intéressantes présentations de nos orateurs auront permis de pousser des petites réflexions chez vous dans votre expérience professionnelle. Je crois qu'ils ont tous été assez clairs sur la manière dont vous pouvez les joindre, si toutefois vous avez besoin d'informations, surtout plus que des questions, c'est peut-être besoin de parler spécifiquement de vos cas. Je crois qu'on sait tous comment les joindre. Puis avant de vous laisser aller à l'apéro, je voulais déjà vous remercier, vous, d'avoir répondu présent aujourd'hui, remercier tous les intervenants qui étaient là ce soir, qui nous ont fait des présentations très intéressantes, en dehors de leur temps de travail, qui se sont déplacés ici. Je voulais aussi... j'avais mis une ligne pour remercier les courageux qui ont posé des questions. Du coup, voilà. Merci aux commissions de la commune qui ont organisé cette soirée, et puis merci au casino qui nous servira l'apéritif dans quelques minutes. Je profite aussi encore d'avoir le micro pour vous faire de la publicité pour le forum économique qui se passera le 15 novembre dans cette même salle dès 18h. Donc le thème du forum économique cette année, c'est « Nos atouts pour rester leader ». Donc vous avez reçu ou vous allez recevoir l'invitation. Donc je vous invite à nous rejoindre pour cette soirée. Et puis encore merci à tous et puis bon apéritif à tout le monde.